Ok, bah donc je suis IAIPR en EPS dans l'Académie de Montpellier depuis maintenant 3 ans. Donc après l'obtention du CAPES et de la grecque, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans l'Académie de Créteil, 10 ans en éducation prioritaire et puis 5 années dans un lycée international dans le 93. J'ai été formateur, notamment en handball sur le numérique, participé à des groupes académiques pilotés par l'inspection pédagogique, je pense notamment au GRED, également jury de concours, interlocuteur académique au numérique, pas mal de choses qui ont tourné autour du numérique à Créteil. Puis ensuite, j'ai été chargé de mission d'inspection pendant 2 ans, toujours dans l'académie de Créteil, avant de présenter le concours d'IAIPR en 2020 et donc d'être affecté à Montpellier. On le devient avec la même ambition que celle qui peut nous pousser, je crois, à passer les concours d'enseignants, donc celle de servir le système éducatif et d'être présent pour la réussite des élèves. Alors, plus concrètement, c'est un concours qui est accessible aux fonctionnaires titulaires, aux professeurs agrégés, aux maîtres de conférences ou chefs d'établissement, se décompose en deux parties. Une épreuve écrite d'admissibilité qui est appuyée sur un dossier de reconnaissance des acquis d'expérience qui permet donc d'accéder à l'admissibilité. Puis donc l'admission consiste en un oral, 3 jurys dont l'IG de la discipline pour être derrière reçu au concours. Donc ça nécessite d'avoir, oui, un certain nombre d'expériences dans différents domaines, notamment sur la formation, sur des missions d'inspection quand c'est possible, au travers des opportunités qui peuvent être présentées en académie, et puis d'avoir une expérience, oui, d'enseignant. À Montpellier, je m'occupe plus particulièrement de certains dossiers. Alors, on est quatre IAIPR. Moi, je m'occupe notamment de la formation initiale, c'est-à-dire l'accompagnement des stagiaires et des tuteurs, de la formation continue. Alors, évidemment, en collaboration avec mes collègues IPR, mais bon, de la définition donc du programme académique de formation, également la formation qualifiante, c'est-à-dire les formations au CAPES et à l'agrégation. J'ai également en charge le dossier des contractuels de l'éducation nationale, donc dans leur recrutement et dans leur accompagnement. Je pilote différents, ce qu'on appelle des cercles académiques, qui sont des groupes de travail, des groupes de réflexion, notamment un groupe sur le numérique et un groupe sur le champ d'apprentissage numéro 4, que je salue évidemment au passage. J'ai en charge le dossier du numérique, donc avec le travail avec les webmasters, le travail avec l'interlocuteur académique au numérique, et je contribue aussi au dossier sur l'enseignement de spécialité, le PPCS, et les examens. Donc voilà, puis depuis cette rentrée, j'accède au bureau doyen. Donc dans le collège, au sein du collège des IAIPR, on a donc une doyenne et 2 assesseurs dont je fais partie. Et donc l'idée, c'est là aussi de pouvoir contribuer au pilotage, aux échanges et à la collaboration entre IAIPR dans l'Académie de Montpellier. Ouais. Euh, le premier conseil auquel je pense, c'est de prendre et se donner du temps. Euh, c'est prendre le temps d'échanger avec ses collègues, que ça soit évidemment dans la sphère professionnelle, mais pourquoi pas aussi dans des sphères qui sont parfois périprofessionnelles ou extra-professionnelles, mais de questionner et voilà, de participer à ces échanges. C'est profiter des expertises, des expériences des collègues, et donc déjà de prendre le temps là-dessus. C'est aussi prendre le temps de découvrir les instances, de découvrir les partenaires, de découvrir ce qui fait une communauté éducative et qui fait que cette communauté éducative, c'est un système et qu'il est forcément complexe, mais que dans ce système, on n'est jamais seul. Et ça nécessite, oui, de s'impliquer également en dehors forcément de la leçon qui va forcément focaliser l'attention de ce professeur stagiaire, et c'est tout à fait légitime, mais qui puisse également, oui, regarder ce qui se passe autour. C'est prendre le temps forcément de concevoir sa leçon, parce qu'il y a des choses qui sont prévisibles, d'autres qui ne sont moins, on le sait bien, mais qui nécessitent déjà qu'il y ait ce temps consacré à la préparation et à la conception. Mais c'est prendre tout autant le temps de faire des bilans là-dessus. Essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ce que j'ai pu prévoir ne s'est pas réalisé, ou quel est ce décalage, qu'est-ce qui peut l'expliquer et comment je peux essayer d'y remédier. C'est donc prendre le temps pour moi d'observer. Et ça, c'est très compliqué parce que on rentre dans un métier, il se passe beaucoup de choses dans une classe de 25, 30, 35 élèves, et de pouvoir arriver à se dégager un petit peu, prendre un peu de recul, observer ce que font l'élève, observer ce qu'il est en train de faire, certes, ce qu'il nous montre,
mais aussi peut-être ce qu'il est en train de vivre et d'essayer de le comprendre pour essayer de réguler son intervention. Pour moi, le bon enseignant, il sera là. C'est celui qui sera capable, certes, de concevoir, mais surtout de réguler par rapport à ce qu'il va observer in situ. Et donc ça nécessite d'avoir du temps pour ça. Et ça va se construire au fur et à mesure de l'année. Après, je dirais que c'est aussi prendre le temps de lire, c'est prendre le temps d'écouter, c'est prendre le temps de continuer de se former, parce que ça ne fait que commencer. On peut avoir parfois des professeurs stagiaires qui sortent de formation initiale, qui pensent que la formation est terminée, maintenant on passe à l'exercice du métier, mais la formation, elle est évidemment tout au long de sa vie et tout au long de la carrière, et donc il est nécessaire, je crois, oui, de consacrer toujours du temps à ça. Et dernière chose, prendre le temps d'oser, d'expérimenter, de tâtonner, de se tromper, de rater des choses, mais peut-être de s'éloigner de certaines certitudes qu'on peut commencer à avoir construites en formation initiale, parce que c'est souvent ce que l'on pense déjà connaître qui nous empêche d'apprendre. C'est pas de moi, c'est de Claude Bernard, mais j'en parle souvent aux professeurs stagiaires. Donc voilà, quelques axes. Et puis, si tout ça peut amener cet enseignant à prendre du plaisir dans son intervention, on le sait, là, il y a une corrélation directe entre le bien-être de l'enseignant et la réussite des élèves. Il faut aussi que cet enseignant stagiaire, au fur et à mesure que peut-être il y a une forme de dédramatisation qui s'est installée, qu'il arrive un peu mieux à s'exprimer et un peu plus à être lui-même aussi avec les élèves, qu'il arrive, je l'espère en tout cas le plus tôt possible, à prendre du plaisir dans ce beau métier. La question est très intéressante parce que ce que j'attends, mais je pense que ce qu'on attend, c'est de l'authenticité. C'est de voir une leçon qui certes est préparée, mais de voir quelque chose qui vit et de voir un enseignant qui s'exprime dans cette leçon et pas forcément quelque chose où tout a pu être modélisé, construit, anticipé, etc. On sait que la leçon, j'en parlais tout à l'heure, elle est imprévisible, qu'il y a des choses qu'on aura anticipées, d'autres non. Donc moi déjà ce que j'attends de voir, c'est de l'authenticité et évidemment un engagement, une implication professionnelle. J'attends de voir un prof qui est à l'écoute de ses élèves, qui arrive à identifier leurs besoins pour, là aussi, arriver à adapter son intervention et à la réguler. Non pas pour en rester à ce qu'ils sont et à ce qu'ils savent faire, mais pour évidemment s'appuyer sur ce que donne à voir l'élève pour l'engager sur la voie du progrès, la voie de l'apprentissage. Et ça se passe in situ. Alors évidemment qu'il y a des documents de préparation que l'enseignant peut fournir et qui sont là pour nous permettre d'identifier justement ce que fait l'enseignant dans l'établissement et de valoriser son implication professionnelle. Mais toute cette phase de conception de la séquence ou de la leçon, c'est qu'une partie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est dans l'acte d'enseigner, de voir ce professionnel qui se questionne et puis qui ose aussi, qui tâtonne, qui se trompe, mais qui est capable, par contre, d'identifier pourquoi là ça n'a pas fonctionné, pour proposer des solutions. Donc voilà, on s'appuie forcément sur des axes, sur les items du PPCR qui sont au nombre de 11 et 5 plus spécifiquement pour l'IPR de PS. Donc évidemment on va regarder la maîtrise des savoirs didactiques, qu'on va regarder la capacité de l'enseignant à s'exprimer ou à créer des temps de verbalisation entre les élèves, qu'on va regarder la capacité de l'enseignant à prendre en compte la diversité des élèves, qu'on va regarder sa capacité à animer et à réguler les situations d'apprentissage pour contribuer à la socialisation, qu'on va regarder sa capacité à évaluer au sens large les élèves. Mais au-delà de ces items-là, oui, moi j'attends cette authenticité, j'attends au travers de la leçon et de l'entretien, d'avoir un échange professionnel, de questionner les choix qui sont faits, de comprendre pourquoi ils sont faits, et puis d'avoir aussi un enseignant qui là est capable de les remettre en question, d'être à l'écoute aussi de ce que l'on peut proposer dans une position qui est plutôt confortable, hein, on est en dehors de la situation. Donc on regarde de manière objective autant que possible, mais sans les émotions que l'enseignant peut vivre ou que les élèves peuvent vivre, de ce regard extérieur. Et c'est tout l'intérêt, c'est de l'apporter à cet enseignant pour qu'il puisse re-questionner ses pratiques et continuer de les faire évoluer. Donc voilà, pour essayer de répondre à cette belle et vaste question. Ouais, donc c'est un groupe ressources qui a été créé en septembre 2022, qui est composé de 17-18 enseignants, tous volontaires, hein, parce que procédé à un appel à candidature par rapport à l'ensemble de la profession qui pouvait être intéressé. Donc c'est un groupe qui est hétérogène dans
dans sa composition. On a des enseignants qui sont plutôt chevronnés avec les outils numériques, d'autres beaucoup moins. On a des hommes, on a des femmes, on a des personnes qui interviennent au collège, d'autres en lycée, et donc qui nous permet d'avoir des expériences très variées. On travaille avec ce groupe notamment sur le concept de scénario pédagogique enrichi par le numérique. L'ambition, c'est d'essayer de voir comment le numérique peut contribuer à l'efficacité de l'acte d'enseignement, et aussi et surtout comment il peut contribuer à l'apprentissage de l'élève. En essayant d'avoir cette focale-là, pour nous, en ce qui nous concerne en EPS, comment ça peut contribuer à l'apprentissage moteur de l'élève. Donc au travers, certes, des rôles méthodologiques et sociaux que peut revêtir l'élève dans la leçon d'EPS, comment l'outil numérique là va pouvoir peut-être à un moment donné renforcer une connaissance du résultat, faciliter les échanges entre pairs, faciliter les occasions d'auto-évaluation ou de co-évaluation entre élèves, faciliter l'autonomie peut-être de l'élève. Donc tout ça, on essaie de le matérialiser au sein de scénarios pédagogiques enrichis par le numérique. Et donc, ce groupe qui est super dynamique, avec lequel vraiment je me régale à travailler au quotidien, produit de la ressource, donc ces scénarios, mais également on met en place des flashs numériques, des lettres d'infos qu'on essaie de diffuser par différents canaux. J'espère que tu es abonné au Twitter de EPS Montpellier, enfin au compte X maintenant, faut dire, à la chaîne YouTube, et puis évidemment à des canaux plus institutionnels et plus officiels, le portail pédagogique académique ou le site disciplinaire. Voilà, on essaie de développer de la ressource pour proposer et questionner les usages raisonnés du numérique en EPS. En 1 minute, en 3 minutes ou en une demi-heure, la question est évidemment très large. Les enjeux sont palpables. Pour moi, ils sont incontournables, évidemment. Ça fait un moment que je travaille dessus, donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais dans une société du 21e siècle qui exige des compétences dans la maîtrise et des usages et des outils numériques, je crois qu'il y aurait un risque excessivement important d'accroître là aussi une fracture sociale qu'on a pu évoquer tout à l'heure, si l'école ne formait pas à ces outils-là. Donc pour moi, le premier enjeu, il est là, et plutôt que d'interdire des outils, c'est de sensibiliser à ces outils, comprendre comment ils peuvent me servir et comment ils ont aussi leurs limites pour porter un regard critique et être capable, de m'émanciper aussi à l'appui de ces outils. Donc l'idée, c'est de pouvoir former ce citoyen, on en parle beaucoup en EPS, ce citoyen lucide, cultivé, autonome. Oui, ça passe aussi par ces enjeux-là du numérique. Donc c'est éduquer au numérique, c'est un petit peu ce que j'aborde ici, c'est aussi éduquer par le numérique, et donc dans la leçon d'EPS ou dans l'ensemble des disciplines d'enseignement, comment cet outil qui a un potentiel puissant pour enrichir une connaissance du résultat, permettre ces échanges-là dont je parlais tout à l'heure, enrichir des possibilités pour l'élève de se situer, de s'évaluer avec un père, avec un camarade. On va essayer là aussi, au sein de la discipline, de dévoiler réellement le potentiel de ces outils. Pourtant, il s'agit, on l'entend beaucoup en ce moment, il y a pas mal de critiques qui s'élèvent contre ces usages-là, avec le temps d'écran, etc. Il s'agit de permettre à l'élève d'avoir cet usage raisonné. Comment l'outil peut me servir à un instant T, comment il faut que je sois capable, moi, de m'en détacher pour que cet outil soit réellement asservi à des fins pédagogiques pour l'enseignant, et non pas cet outil gadget qui peut-être parfois peut déclencher une motivation qui va de toute façon rester, je crois, de courte durée, si on base toute la stratégie pédagogique sur c'est intéressant, c'est sexy, tiens, on va utiliser un outil que tu n'as pas l'habitude d'utiliser. Bon, très vite, et du coup, il a l'habitude de l'utiliser. Donc, c'est de dépasser cet enjeu-là qui est juste de l'intérêt que l'élève peut avoir pour l'outil, pour lui montrer que l'outil, il peut servir à sa réussite, à l'apprentissage, et donc aussi à développer des compétences et avoir une estime de soi qui peut se développer. Voilà, c'est beaucoup d'enjeux. Pour moi, je situe surtout sur ces 2 axes-là, mais voilà, c'est surtout cet usage raisonné qui m'intéresse. Donc je nuance un petit peu la question quand tu parles d'usages qui sont fortement encouragés. On le voit, il y a une défiance de plus en plus importante là-dessus, sociétale. Certains parlent du concept de panique morale. Il y a une défiance même politique, il y a une défiance des parents, il y a une défiance d'acteurs de l'école. Tout ça est légitime puisque on peut voir un temps d'écran qui augmente. Alors tout dépend ce qu'on fait derrière cet écran. Ça serait un sujet intéressant à développer, mais je vais pas rentrer là-dedans dans les détails. Mais voilà, toute cette peur-là, on associe, nous, en ce qui nous concerne en EPS, sur le temps d'écran qui augmente, du coup, ils font moins d'activité physique.
Bon, le lien de corrélation, il n'est pas établi scientifiquement, donc c'est pas parce qu'on supprimera l'écran qu'on va augmenter le temps d'activité physique pour autant. Bon, on voit que l'utilisation, elle n'est pas tant encouragée que ça en ce moment. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur ce sujet-là, et c'est tout à fait, je crois, légitime. Mais il y aurait, je crois, un danger excessif à interdire, à supprimer, à nier ces outils-là dans la sphère scolaire ou dans la sphère de l'EPS, puisque l'école a, je crois, une large part de responsabilité justement dans cette éducation à l'outil. Pour essayer de te répondre plus concrètement, il y a un référentiel de compétences professionnelles en 2013 qui mentionne une des compétences sur le numérique, qui est d'intégrer les éléments de la culture numérique dans sa pratique. Alors, j'ai plus les termes exacts en tête, mais en tout cas que ça soit intégré dans la pratique de l'enseignant, ce qui veut dire que l'institution, elle considère que c'est nécessaire et que c'est un exigible. Donc déjà, je te répondrai par là, oui, c'est nécessaire pour l'enseignant de maîtriser ces usages-là. À la fois, oui, dans le versant administratif, dans la communication, dans les outils qui peuvent être utilisés dans les établissements, mais surtout, je crois, dans le versant pédagogique. Après, est-ce qu'il est indispensable, le numérique, pour bien exercer? Je crois que ce qui compte, c'est pas l'outil, c'est pas le moyen que l'on va utiliser, mais c'est réellement ce que l'on en fait. Je parlais tout à l'heure d'enrichir la connaissance du résultat. Il y a des collègues en EPS brillants pour enrichir cette connaissance du résultat avec des bouchons, avec des systèmes qui sont pas du tout numériques, de faire l'équivalent d'un PTB, un possession tir-but. Pas besoin d'une application numérique pour faire ça, je vais le faire avec d'autres systèmes. Je dis, peu importe, le tout c'est comment cette connaissance du résultat peut servir à l'élève, comment ça peut lui permettre de réguler son action quand il se réimmerge ensuite dans l'activité motrice. Voilà, c'est ça qui est essentiel, donc je ne crois pas que ça soit indispensable, c'est un attendu qui parfois a des enjeux majeurs et je crois des leviers excessivement importants, mais encore faut-il que l'enseignant il soit formé, t'en parlais dans ta question, qu'il soit formé et sensibilisé, pour ne pas produire l'inverse des effets recherchés. Comprendre ce à quoi peut servir l'outil, comprendre ce à quoi il ne peut pas servir, parce que tout ressemble à un clou pour qui ne possède qu'un marteau, nous disait Maslow. Donc oui, il s'agit, je crois, de savoir ce que l'on peut faire avec l'outil et d'identifier ses limites. C'est pour ça que je parle toujours d'usage raisonné. Évidemment que tout dépend de l'intention de l'enseignant, tout dépend du contexte, tout dépend des objectifs poursuivis. Le même outil peut servir à des usages excessivement variés. Parfois, il ne peut faire que substituer ce que l'on pourrait faire sans. Parfois, cet outil numérique qui va me permettre d'augmenter mon efficacité parce que je vais avoir tout de suite un pourcentage qui m'est indiqué, ou l'élève va avoir accès au pourcentage plutôt que de procéder à un calcul qui peut faire perdre du temps dans la pratique que l'on poursuit en EPS. Donc, cibler des outils, c'est assez compliqué dans le sens où c'est contextualisé, mais quand même pour essayer de donner quelques pistes et qui peuvent peut-être aider certains collègues ou certains stagiaires ou étudiants à tester et expérimenter des choses là-dessus. Je pense à un outil comme Idoceo ou Aditio sur Android, qui à la base c'est un outil de gestion des présences, des absences, etc., mais qui s'est excessivement développé, qui permet de faire de l'évaluation par compétences, qui permet de faire de l'auto-évaluation pour l'élève, qui peut permettre de prélever tout un ensemble d'indicateurs et d'avoir d'avoir un suivi pour l'enseignant qui, je trouve, ça peut le décharger d'un certain nombre de tâches parfois administratives et en même temps, surtout, dans la leçon, lui permettre d'investir l'évaluation parfois autrement. Je pense, deuxième type d'outil intéressant et assez facile à mobiliser assez vite, tout ce qui relève des outils de vidéo différée. BAM Video Delay sur iOS ou Video Delay sur Android, si je me trompe pas de nom dans les applications, mais en tout cas tout ce qui est vidéo différée, parce que elle ne nécessite plus de droit à l'image, puisqu'en fait on ne va pas enregistrer ce que fait l'élève, mais on a un simple miroir différé, c'est-à-dire qu'on décale le flux vidéo de quelques secondes. Et ça peut permettre assez facilement à l'élève de réaliser une action, de se revoir tout de suite, peut-être commenter avec un partenaire, peut-être commenter avec l'enseignant, sans trop impacter le temps moteur, qui est important pour nous, et donc d'expérimenter des choses là-dessus et pour lui permettre de travailler ce qu'on appelle l'autoscopie, lui permettre de se confronter à l'image de son propre corps. Et ça, c'est assez facile à mettre en place pour un enseignant qui peut parfois redouter ce truc-là de l'outil qui en plus vient dans ma leçon de PS, je suis pas trop familier avec ça, ça va me mettre en difficulté face aux élèves. Ça, c'est très simple d'usage. Et le dernier
type d'outils auxquels je pense, alors c'est peut-être plus personnel, hein, ça j'en sais rien, mais moi c'est ce qui m'a permis de concevoir mes propres outils assez facilement et sans avoir de connaissances de programmation ou de développement. C'est des PowerPoint navigables ou des PowerPoint, ce qu'on appelle des PowerPoint dynamiques. Donc avec un PowerPoint, pouvoir intégrer des petites vidéos dedans, pouvoir faire une petite navigation qui permet à l'élève d'aller voir tel exercice à réaliser avec une petite capsule vidéo qui l'accompagne, les critères de réalisation essentiels qui sont expliqués, etc. Ça, techniquement, c'est pas très compliqué à concevoir pour un enseignant et surtout, ça va lui permettre de concevoir quelque chose qui répond à ses propres besoins et à sa propre pratique. Et ben ces outils, ça tombe bien parce que dans les flashs numériques EPS de l'Académie de Montpellier, tu peux les retrouver. Donc, si ça peut aider les collègues à se lancer et puis voir un peu ce qu'on peut faire avec, qu'ils n'hésitent pas à les consulter. Ouais, beaucoup d'ouvrages qu'on a pu parcourir, que ce soit dans notre formation initiale pour préparer des concours ou ensuite pour notre culture professionnelle et personnelle. Je peux pas ne pas penser, on parle d'ouvrages, mais là, moi, c'est plus large, c'est évidemment à tout ce qui est lié à la revue EPS, tout ce qui est lié aux revues AEPS, tout ce qui est lié aux éditions EPS. Je fais pas de promo ou de publicité particulière, mais pour moi, c'est un élément du patrimoine en EPS qui est excessivement riche, que l'ensemble des autres disciplines scolaires, je pense, nous envient pour en parler avec d'autres enseignants d'autres disciplines. Quand ils voient que n'importe quel enseignant, entre guillemets, peut publier, peut proposer quelque chose de sa propre pratique, et puis que ça peut générer des échanges, des discussions, mais quelle richesse. Et puis ça, c'est, voilà, quand on prend la revue EPS depuis 1950, c'est notre histoire, c'est l'histoire de notre discipline. Les revues AEPS qui sont elles plus récentes, mais toutes les conférences AEPS que l'on peut retrouver. Je pense à la revue Pour l'Action aussi des éditions EPS. Moi, tout ça, c'est ce qui a contribué à ma formation initiale et ce que j'ai continué de consulter, de lire et ce que je continue de lire au quotidien. Donc, vous voyez, déjà, je pense à ça. C'est pas un ouvrage d'un grand auteur, c'est toute une culture disciplinaire et c'est pas rien. Après, plus personnellement, moi, un ouvrage que j'ai beaucoup apprécié lire, c'est celui de Michel Serres. Mes profs de gym m'ont appris à penser, parce qu'on a une profession parfois dans la vision à l'extérieur est pas toujours ultra positive, et pourtant on a une profession qui est en mouvement, une profession avec des enseignants qui se questionnent, des enseignants qui ont une formation de très grande qualité, et de voir parfois ça fait du bien, tout simplement, peut-être que ça flatte un petit peu la discipline, j'en sais rien, mais ça fait du bien de lire la grande valeur des enseignants de PS dans les différentes missions qu'ils peuvent investir dans les établissements. Donc voilà, je pense à ça parce que ça m'a fait du bien à la lecture, et je pense que ça fait du bien à la lecture des enseignants de PS qui ont un formidable métier, et il faut qu'on continue de porter, de promouvoir et de montrer tout ce que l'on peut faire à l'appui de l'activité physique.